On refait la réunion midi. Merci de nous rejoindre sur RTL Réunion. Bienvenue à tous. C'est l'heure de votre émission de Libre Antenne, émission qui vous est présentée par Antoine Gélin. Et vous pouvez bien sûr y participer en nous appelant au standard au 02 62 2 3 4 5 6 7. Bonjour Antoine. Bonjour Mandy, bonjour tout le monde. Hier soir, avant de commencer à penser à cette émission, je me baladais sur notre compte Facebook RTL Réunion, lisant distraitement les publications des uns et des autres. Et entre le moucatage d'une candidate, campagne des régionales oblige, des messages de prévention contre l'alcool. Visiblement, les algorithmes de Facebook imaginent que les journalistes sont tous des alcooliques. Entre des vidéos de fail, vous savez, ces gens qui se plantent. Bref, au milieu de tout ça, je suis tombé sur une vieille vidéo signée Brut, dans laquelle on fait connaissance avec André, 83 ans. Bonjour Brut, je m'appelle André Brugirou, j'ai 83 ans. Et mon histoire, c'est celle d'un jeune qui est parti à 17 ans avec 10 francs en poche pour l'Écosse. Et qui a réussi après à visiter tous les pays du monde et tous les territoires sans exception. En fait, j'ai rien fait d'autre dans ma vie, j'ai pris une vie sabbatique. André a fait un choix de vie audacieux, une vie d'exception qui n'est pas la nôtre en tout cas, pour la plupart d'entre nous, ce qui ne veut pas dire que nos vies ne sont pas exceptionnelles. Hein. Et ce même si la monotonie s'installe. J'avais un prof de droit fiscal, matière ô combien rébarbatif, qui nous a fait un jour un cours pour nous faire passer le message que dans chaque chose, on peut trouver du plaisir, même la vaisselle, messieurs. Il suffit de libérer son imagination. Nos vies de citoyens lambda, elles sont largement dominées par le boulot. Or, le milieu professionnel peut devenir un enfer. Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue importante, palpitations, etc., etc. Un nombre grandissant de salariés déclarent souffrir de symptômes. Il y a des risques psychosociaux. Le phénomène n'épargne aucun secteur d'activité. C'est l'Institut national de recherche et de sécurité qui le dit, l'INRS, qui ajoute, indépendamment de leurs effets sur la santé des individus, les risques psychosociaux ont un impact sur le fonctionnement même des entreprises, absentéisme, turnover ou encore ambiance au travail. Il est pourtant possible de les prévenir. Alors, vous connaissez notre appétence pour la musique ici, sur RTL Réunion, et ça tombe bien, on a trouvé plusieurs études qui confirment que écouter de la musique en travaillant aurait des bénéfices sur la concentration, le moral et la productivité. La première étude date du début des années 70, une étude menée dans le journal d'ergonomie appliquée, qui montrait que sur les chaînes de montage ou dans les usines où des tâches répétitives sont effectuées, la musique pouvait avoir un effet positif sur la productivité des salariés. Plus récemment, une étude menée en 2005 par l'université canadienne de Windsor concluait que seules les mélodies construites sur le mode majeur, alors là les mélomanes comprendront, produisent des effets positifs significatifs sur la productivité des salariés. En effet, écouter des mélodies harmonieuses aurait un effet sur la sécrétion de dopamine, une hormone liée à l'humeur qui aurait un effet positif elle-même sur les fonctions cognitives. Enfin, autre étude, celle de la Cornell University, qui montre que l'écoute des musiques enjouées et entraînantes durant les sessions de travail de groupe peuvent aussi avoir un effet positif sur les interactions entre travailleurs. Lorsqu'un groupe de travail est exposé à une musique enjouée, les interactions de travail entre les individus augmentent d'environ 30% par rapport à une situation sans musique et d'un peu plus d'un tiers par rapport à une situation avec une musique plus violente, entre guillemets, ou sombre. Ainsi, certains types de musique pousseraient les salariés à avoir plus confiance en eux et à oser plus facilement prendre la parole. Cela favoriserait aussi le dialogue et les interactions, donc la coopération des équipes. Eh bien, prenons au mot les scientifiques et livrons-nous à un test grandeur nature immédiatement avec vous, les auditrices et les auditeurs d'RTL Réunion et avec Van Maurice. Bonjour Didier Le Tyran, bonjour Olivier Folliot de Vocation Réunion. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour Frédéric Nouvet d'Humanis Concept. Bonjour. Et nous aurons aussi dans le cours de cette émission le maître Alain Antoine qui est spécialiste du droit du travail. Voilà, on va parler évidemment, vous avez compris, de burn-out, d'harcèlement moral, de qualité de vie au travail aussi, c'est important parce qu'on va pas parler que de choses négatives. André, le grand voyageur, vous l'avez entendu tout à l'heure, je vous invite à aller voir cette vidéo de quelques minutes de Brut, elle est rafraîchissante. André, le grand voyageur, cite Antoine de Saint-Exupéry qui disait « On ne comprend bien qu'avec le cœur ». Vous avez tous cette phrase en tête pour avoir lu de Saint-Exupéry. Est-ce que cet adage est compatible avec la vie en milieu professionnel, messieurs? Qui répond? Le cœur n'est pas la compétence que l'on met en avant en premier sur son CV, c'est dommage. Donc, bien entendu, dans une entreprise, on trouve aussi parfois une famille professionnelle où on se sent bien, fort heureusement. Et bien entendu, ce n'est pas la majorité que de dire qu'on se sent mal au travail. Mais par contre, c'est une notion qui grandit. Il y a de plus en plus de gens qui sont mal à l'aise dans leur travail pour différentes raisons, qui peuvent être diverses et variées, de la surcharge de travail à l'impossibilité de trouver du sens dans sa mission ou à pas de travail du tout, parce que parfois on est
on en parlera peut-être tout à l'heure, sur le bore-out, des choses, d'autres critères qui font qu'on peut se sentir mal. Bon, alors, c'est pas la majorité, mais on a quand même un phénomène qui grandit. Il va falloir s'en occuper sérieusement. Et les dernières études, notamment qui ont été réalisées pendant la crise Covid, montrent des choses intéressantes. Première étude qui est signée par OpinionWay pour la tribune CCI France, donc les chambres de commerce et d'industrie et LCI. Le moral des dirigeants se redresse, les risques psychosociaux persistent. L'optimisme chez les chefs d'entreprise a progressé de 9 points entre avril et mai dernier, après cette grande consultation. En mars 2021, donc il y a vraiment quelques semaines, le baromètre trimestriel publié par Empreinte Humaine, cabinet spécialisé sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, démontre, tenez-vous bien quand même, le chiffre quand même fait un petit peu peur. 45% des 2000 salariés interrogés déclarent être en détresse psychologique. On a un vrai problème. Ça fait quand même. Si vous nous écoutez au boulot, dans votre service, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement, en moyenne, c'est une moyenne, un salarié sur 2 qui est pas bien. En fait, il y a eu des études qui ont mis en évidence, effectivement, ça rejoint en fait les chiffres que vous annoncez, quasiment la moitié en fait des salariés qui sont désengagés en fait dans leur lieu professionnel. Ce fameux phénomène de bore ou de brown out. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle le brown out. Tout à fait. C'est nouveau là. On a eu le burn-out, ça on connaît bien, on va y revenir tout à l'heure. Le bore-out qui est une notion apparue, on va dire, un concept apparu il y a quelques années. Et maintenant on a le brown-out. Alors c'est pas si nouveau que ça. Ah d'accord. Donc de mémoire, je sais plus, ça remonte quand même à 2013, 2015. Qu'est-ce que c'est le brown-out ? C'est quoi la différence entre les trois d'ailleurs ? Alors, très rapidement en fait, donc le burn-out en fait est lié à un épuisement à la fois donc physique, psychique, mental, dû à un épuisement émotionnel, donc avec des activités de plus en plus intenses sur le milieu professionnel. Le bore-out est plutôt lié à l'ennui, en tout cas sur le travail, donc un salarié qui est compétent n'exploite pas forcément. Mise au placard, par exemple, voilà notamment. Et ensuite le brown-out, ça s'exprime pas forcément par une fatigue. Donc c'est lié à un désengagement, donc quelqu'un qui n'est plus forcément en phase. À titre d'exemple, on parle, je sais pas si vous avez... Alors là, pour le coup, pardon, on n'est pas sur la mise au placard, c'est une initiative, on va dire, même si c'est inconsciente, du salarié lui-même. Tout à fait. De se mettre en marge. Une perte de sens en fait totale par rapport à ce qu'on lui demande de faire et voilà. Et je fais le lien notamment avec ce qu'on appelle le contrat psychologique. Donc au-delà du contrat de travail, il y a ce qu'on appelle un contrat psychologique. Et puis en fait, il y a un continuum en ce qu'on appelle le contrat psychologique, on va dire relationnel, et le contrat psychologique transactionnel. Donc à un moment donné, en fait, au départ, il y a un contrat entre l'employeur et le salarié. Et à un moment donné, le contrat il est rompu. Donc il y a un désengagement total. Et donc voilà. Je rajouterais juste que bizarrement, ça donne de belles histoires. Parce que le burn-out, en fait, quand c'est un manque de sens, un manque d'utilité, un manque d'engagement, et ça provoque souvent démission, rupture conventionnelle, en tout cas beaucoup de départs volontaires pour des reconversions. Une belle histoire de ce jeune homme dont j'ai lu le témoignage qui, ne trouvant plus aucun sens, il était codeur, il passait son temps à coder, à faire du code pour de l'informatique, et qui a décidé, et qui ne voyait jamais le bout de ce qu'il faisait. Donc il était réparti en tâches, alors ça vient aussi d'une organisation et d'un management. Il a décidé de partir, de quitter son métier et de devenir maçon. Et il expliquait que quand il montait une maison, à un moment, il posait la dernière tuile du toit, et il voyait la fin de ce qu'il faisait. Et c'était extrêmement pour lui satisfaisant. Il peut passer de codeur à maçon. Donc ça crée des histoires étranges. Mais encore une fois, la quête suis-je utile et la quête de pourquoi suis-je vraiment fait, c'est pas inintéressant. Il y en a un autre qui a une histoire à nous raconter. C'est Pascal qui est un auditeur qui a composé le 02 62 2 3 4 5 6 7 dès le début de cette émission et justement qui voulait échanger avec vous et apporter son témoignage sur cette thématique aujourd'hui, la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux. Bonjour Pascal. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour, on vous écoute. Voilà. Donc, ma profession, je suis formateur depuis 10 ans. D'accord. Donc, j'ai été en premier temps travailleur indépendant, à mon propre compte. Donc, je travaillais pour les centres de formation privés, je l'entends bien. Et depuis 4 ans, je suis formateur en maintenance salariée. Bon, ça, c'est ma profession. Alors, pour ma profession, en fait, déjà, je suis confronté tous les jours à du public défiant, de tout âge.
et avec une action bien précise, donc ma spécialité de formation. Jusqu'à là, ça va très bien, sauf que là, je me suis aperçu à fur et à mesure des années, c'est les conditions de travail qui peuvent se passer, qui peuvent amener à des problématiques soit personnelles ou professionnelles. Ouais. Je vais donner un exemple assez concret, le dernier centre où j'ai travaillé, donc pendant environ presque un an, que j'ai déjà travaillé auparavant. En fait, les conditions de travail au début étaient bonnes, sauf que rapidement, de par ma fonction, de par mon échelon, on m'a greffé certaines activités qui ne sont pas directement liées. Avec vos compétences ou avec vos missions? Avec mes compétences. Ouais, d'accord. D'accord. Donc ça, c'était une volonté de votre employeur qui connaissait déjà les limites de vos compétences, en tout cas le champ de vos compétences, et qui sciemment vous a imposé des missions qui étaient hors de vos compétences. On imagine le résultat. Voilà. Imagine le résultat. Voilà. Sauf que j'étais opérationnel pour les faire. On est bien d'accord. Mais c'était hors champ de mes compétences. Donc, en fait, le premier temps, c'est déjà, ne serait-ce que la présentation de mes compétences que je dois développer. On me les a obligés. Deuxièmement, on m'a mis en situation et à faire en mesure donc des groupes où je pouvais intervenir. J'avais double pression, la pression pour les groupes pour mettre en place les compétences et les obligations de résultat, qui a fait que pendant 9 mois, j'étais arrivé à un niveau où le stress était permanent, où le début d'insomnie se mettait en place, et où aussi, le point de vue psychologique, est-ce que je pouvais atteindre mes objectifs, et dans quelle mesure, et puis mais dans quelles conditions. Alors total, pour dire qu'en fin de compte, j'ai attendu ma fin de mission, et je me suis désengagé auprès d'eux parce que les conditions de travail depuis le départ n'étaient réunies. Voilà. Est-ce que ça vous a emmené jusqu'à vous remettre en cause vous personnellement, avoir un doute sur vous-même, avoir un doute sur vos compétences, et est-ce que ça vous a amené justement à imaginer que vous pourriez changer de boulot parce que vous avez vécu cette mauvaise expérience dans votre boulot, et puis on identifie souvent voilà une activité avec la mauvaise expérience qu'on en a eue, et du coup on essaye d'aller voir ailleurs. Ça vous a ça vous a emmené sur des terrains un petit peu plus meubles, on va dire, cette expérience-là. Alors donc finalement, moi, de mes échecs que j'ai eu et puis d'autres antécédents d'ailleurs, ça varie par rapport au centre. Non, justement parce que ma profession, et ma profession, je suis passionné depuis 10 ans, je compte à la perdurer malgré mon âge, et surtout dans le fait que j'ai acquis. D'accord, j'ai ancré ces compétences dans moi qui peut être service avec d'autres centres en conséquence de mon expérience et de ma qualification. Et Pascal, une question importante. Est-ce que vous avez pu, je sais pas, échanger avec, on va l'appeler, on va dire les mots, votre harceleur, parce que c'est clairement du harcèlement que vous avez subi. Est-ce que vous avez réussi à échanger avec votre harceleur, ou au moins à comprendre les raisons qui font que cette personne est devenue votre harceleur? Alors, donc, la personne en question, malheureusement, c'est que je m'adresse à un mur. Ouais. Voilà. Il n'y a aucun retour. Je fais ça parce que et c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Ouais. Et puis voilà. C'est droit à un mur. Donc, le dialogue ne peut pas passer, le relationnel ne peut pas passer. Obligé de subir, donc, malheureusement. Parce que si on fait un faux pas, évidemment, sanction, on commence un petit peu à réprimander, à donner des avertissements en disant attention. Voilà. Mais vous le vivez toujours, ça, Pascal? Non, pas du tout. J'ai changé de centre de formation. Maintenant, j'ai les meilleures conditions, mais c'est pour vous dire que ça dépend bien. En fait, pas du centre de formation, mais des personnes qui peuvent être amenées à décisionnaire. Et vous en êtes sorti parce que vous avez réagi aussi, ça, parce que il y a un moment, il y a un moment, c'était trop, et que vous avez pris des décisions qui plutôt dans le sens positif. On a bien compris. Merci Pascal pour votre témoignage. Je vous en prie, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Quelqu'un veut réagir? Oui, alors en fait, on a là vraiment l'exemple de Pascal qui réussit en fait à se soustraire en fait à ces conditions en fait qui sont quand même délétères. Et je revenais sur ce qu'il disait. Effectivement, vous avez des fois vous viviez des très mauvaises expériences en fait qui diminuent en fait votre confiance en vous.
et que des situations qui vous amènent vraiment à croire que vous êtes totalement incompétent, en tout cas pour le métier, alors que ce sont des personnes qui fondamentalement sont compétents. Et donc totalement de perte de confiance, et ça invite la personne à réfléchir, on va dire, autrement, et à s'orienter en fait différemment. Alors qu'à la base, le métier ou le secteur pour lequel, il a choisi, pour lequel il est formé, lui convient tout à fait. Pascal a parlé de passion, et il a fait le choix finalement d'anticiper, de partir en fait avant de tomber. Clairement, on l'a compris, parce que si ça avait continué, pour Pascal, là on serait rentré dans la chaîne, le cercle infernal de la dépression, du doute de soi, de l'arrêt maladie, et ça aurait eu un impact sur le fonctionnement de l'entreprise. En fait, c'est le harceleur lance un boomerang et il se le prend en pleine tête. Juste, on va mettre un petit bémol pour pas tout catégoriser dans le harcèlement. La différence entre des pointes de stress dans l'entreprise, on est bien d'accord, des moments de stress et le harcèlement, c'est la récurrence. Mais là, son employeur lui donnait des missions si qui c'est étaient tous hors les de ses jours, compétences. si c'est tous les jours, si c'est régulier, si c'est constant, c'est du harcèlement. Moi, on m'a dit que sur le harcèlement, on m'a dit que sur le harcèlement, à partir c'est un avocat qui me disait ça d'ailleurs, à partir du deuxième cas de harcèlement, c'est qualifié juridiquement de harcèlement. Alors peut-être maître Antoine qui on va l'avoir dans un instant. Tu l'appelles demandé le dira, l'expliquera un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'à partir du moment où en fait vous avez plusieurs situations effectivement qui durent dans le temps. Parce que forcément il y a des managers qui font pas forcément exprès, ils sont pas forcément conscients. Il y a le droit à l'erreur aussi qui existe, et il faut aussi l'autoriser. Donc il y a aussi ce phénomène qui dit il faut pas se tromper, il faut pas se louper, et ça occasionne du stress. Pour rejoindre ce que disait Frédéric, c'est le stress chronique qui n'est pas bon. Le fait que la répétition constamment. Voilà, ça c'est mauvais en fait. Après certains appellent du stress positif. Parfois, c'est nécessaire et ça stimule même certaines personnes. Et on va essayer de donner des solutions aux personnes qui peuvent être concernées. On est quelque part, on est tous soit directement concernés par ces problématiques de risques psychosociaux, soit indirectement parce qu'on connaît forcément toujours quelqu'un qui a été confronté à ça. Je voulais, juste avant de prendre Maître Alain Antoine au téléphone, qui est un spécialiste du droit du travail, revenir sur cette question que j'ai posée à Pascal. Est-ce que vous connaissez les raisons qui font que votre harceleur est devenu harceleur? Parce que tout le monde n'est pas harceleur dans l'âme, on est bien d'accord. Je veux dire, tout le monde n'est pas méchant. Il y a un contexte, il y a même eu une schématisation. En tout cas, on a réussi à avoir un portrait robot de la personne qui devient harceleur. C'est souvent quelqu'un qui n'est pas le dirigeant, mais qui est un cadre intermédiaire. Il a souvent moins de 3 ans dans l'entreprise. Quelqu'un qui arrive depuis peu de temps, qui cherche sa place parfois. Et c'est souvent lié à un recrutement ou une promotion interne mal effectuée. C'est-à-dire qu'on a fait monter quelqu'un à un poste où il n'était pas prêt. Quand vous prenez un vendeur, vous dites t'es un bon vendeur, tu vas faire manager. Il n'est pas dit que pour être un bon manager, il faut être un bon vendeur. Voilà. Et c'est un peu plus complexe que ça. Il va falloir gérer des équipes, avoir une posture managériale, accompagner. Et souvent, ces gens-là, se trouvant en difficulté sur un poste, commencent à développer une forme de paranoïa qui peut aller jusqu'au pervers narcissique, c'est-à-dire quelqu'un qui joue avec les émotions pour asseoir son pouvoir. Et surtout, il confond les notions de respect et de crainte, et il pense que si les gens ont peur de lui, forcément, ils vont le respecter. Ça, c'est une erreur classique. On a beaucoup de gens qui malheureusement prennent ce biais-là. Ils deviennent très vite des pervers narcissiques. Vous savez, ces pervers narcissiques, ces gens aux 2 visages qui vous félicitent le matin et vous bloquent et vous harcèlent l'après-midi, un peu comme ces fameux maris qui vous offrent des fleurs à midi et vous mettent une baffe le soir. Eh bien, on a la même chose. Vous avez à la fois beaucoup de félicitations qu'on comprend pas toujours, et puis derrière, on va avoir des tracteurs, des pièges, des remontrances régulières. Et qu'on ne comprend pas non plus. Voilà. Et le but, c'est que vous ne compreniez pas, parce que tant que vous ne comprenez pas, et puis alors là, on voit bien le jeu, si vous avez affaire à un pervers narcissique, c'est que plus vous voulez lui résister, plus vous voulez faire de travail, plus vous voulez lui montrer qu'il a tort, et plus vous rentrez dans son jeu, et c'est vous qui perdez à la fin. Avant d'aborder l'aspect juridique avec Maître Alain Antoine, comment, sur le coup, on se retrouve face à une situation comme ça, soit personnellement, soit on constate que ça se passe pour un collègue. Sur le coup, là, dans l'instant, comment on réagit ? Est-ce qu'il y a des schémas de réaction ? Oui, le premier schéma de réaction, c'est d'essayer de communiquer déjà avec la personne. Quand on tombe sur le fameux mur... Le harceleur. Le harceleur, bien sûr. Après, si c'est un problème entre 2 personnes,
Genre, je ne comprends pas votre attitude. Voilà. On dit que dans ce cas-là, il faut Ça utiliser. ne va pas se retourner contre nous. Non, il faut utiliser le parler vrai. Voilà, tu m'as dit ça, je ne comprends pas. Est-ce que tu veux m'expliquer? En général, si vous faites ça, vous êtes en rapport de soumission. Si le pervers narcissique en lui est toujours là, vous êtes mort et vous allez avoir un mur qui va se dresser devant vous. Peut-être même encore plus d'ennuis. Dans ce cas-là, vous avez une deuxième instance qui sont les directrices des ressources humaines. Vous avez aussi le CSE, le CHSCT. Mais on l'a vu de nombreuses fois, et notamment je pense au harcèlement sexuel et le mouvement MeToo. On l'a vu depuis 2 ans via ce qu'on nous rapporte. Souvent, les directions sont absentes là-dessus. Je pense à. Et pourtant, elles sont responsables, Ouais. légalement et pénalement. Ouais. Bah voilà. Maître Alain Antoine, bonjour. Oui, bonjour. Maître Alain Antoine, Oui, est-ce que pardon. vous nous permettez, Maître Alain Antoine, juste de vous faire patienter encore 2-3 minutes parce que au moment où on vous a appelé, il y a une auditrice qui nous a appelé, Marianne, et qui a vraiment une histoire à nous raconter. Et je pense que ça va vous faire réagir, Maître. Mais bien évidemment, On écoute Marianne. Bonjour Marianne. c'est bien. Bonjour messieurs. Voilà, j'ai fait un burn-out en 2015. Ouais. Je me suis effondrée au travail. Mmh. Les pompiers sont venus parce que personne n'arrivait à me ranimer. J'ai été hospitalisée. J'ai été diagnostiquée comme quoi je faisais un burn-out. Mmh. On m'a laissé rentrer chez moi. J'ai fait une TS. Une tentative de suicide. Voilà. J'ai été à l'hôpital. Mmh. Et comme ça s'est passé sur mon lieu de travail, il y a eu une enquête de la sécurité sociale. Mmh. Ça a été reconnu en accident du travail. C'est un burn-out reconnu en accident du travail. Je n'ai jamais pu reprendre mon travail. Et maintenant, je suis comme travailleur handicapé, mais je peux pas travailler. Donc, je suis reconnue en longue maladie. Pardon. Parce Je vous en que prie, Marianne. depuis 2015, mais voyez, d'en parler, ça me fait mal encore. Donc, je suis suivie. Je suis sous médicaments. Mon travail me manque. Mais je peux pas y aller. Ni le médecin du travail, ni le médecin de la sécurité sociale. Voilà. Parce que ça vous mettrait en danger. Ils sont tout à fait conscients que ça vous mettrait en danger. On peut savoir dans quel secteur vous travaillez? Je peux pas vous dire, alors, monsieur. est-ce qu'on peut savoir ce qui, Alors, pour oui. vous, a été déclencheur de ce burn-out, selon vous? Donc, déjà, des horaires complètement décalés, complètement irréguliers. Déjà ça. Et vous savez, quand vous êtes trop gentil, les gens abusent de vous. Et moi, je n'osais pas dire non, je n'osais pas dire stop. Comme on partait du principe que j'avais pas d'enfant, que j'avais pas de mari, en fait, compte, j'étais corvéable. Oui, corvéable, merci. Voilà, quoi. En plus, je rendais service aux collègues si elles avaient un empêchement un dimanche ou un samedi ou voilà. Et finalement, vous Et je me suis imaginiez, écroulée. vous imaginiez que si vous refusiez toutes ces missions, cette avalanche de missions qu'on vous mettait sur le dos, vous alliez passer aux yeux de votre employeur pour la mauvaise employée, et puis vous alliez c'est ça, peut-être c'est finir en à plus, être bon. licencié. En fait, c'est la peur du Tous les licenciement ans. aussi. Non, licencier, Non. c'était pas possible. D'accord. À moins de commettre un crime, quoi. Ou la Mais- peur d'être mise au placard. Les notes annuelles. Ouais, administrative, c'était Voilà, la fonction les publique ou territoriale, ouais. annotations, le changement d'échelon, enfin non, pas d'échelon, le changement d'échelle, voilà. Alors on comprend Donc, beaucoup je dis- tous autour de la table votre émotion pour Tous- avoir pour certains vécu ce que vous Je veux dire aux gens qui sont dans mon cas, enfin qui n'osent pas dire non. À un moment, il faut savoir dire non. Ouais. Il faut savoir dire stop. Parce que vous voyez, là, je suis à 4 ans de la retraite, je peux pas travailler. Est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui vous ont tendu la main, Marianne, que ce Une soit seule- des collègues, une seule que ce soit personne. des gens extérieurs au boulot? Une seule personne. Dans mon travail, une seule personne. Sinon, j'ai été très aidée par les médecins, les psychiatres, bien sûr. Les gens de la sécurité sociale aussi ont été bien. Ils ont compris parce que c'est très long, hein. Ouais. C'est très très long. La clinique où j'étais, pareil, très bien.
Il y a une prise de conscience. Par contre, mon grand patron, une horreur. Il m'a dit des trucs, une horreur. Mais je peux rien prouver parce qu'il n'y avait que lui et moi. Que c'était que dans des le paroles. bureau. Eh ouais. Voilà. Marianne, Les vous gens, voulez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Écoutez, peut-être si vous avez des je questions vous à poser à écoute nos sur- intervenants. Je vous écoute sur la radio. On vous mais garde que au les téléphone gens, si vous voulez. Que les gens n'aient pas peur de dire non. Et par contre, c'est très très long pour être reconnu en accident de travail Ouais, faut quand le s'accrocher. burn-out se passe dans le travail. Voilà, messieurs. Accrochez-vous, Marianne. On vous souhaite bon courage. Merci. Bonne journée, bon après-midi à Merci. vous. Au revoir. Au revoir. Maître Alain Antoine, une réaction? Oui. Bah, écoutez, des cas comme cette auditrice, j'en vois. Elle n'est pas la seule, Marianne. Non, j'en vois quotidiennement et depuis des années. Alors attention, il faut quand même bien définir ce qu'est la souffrance, les conséquences de la souffrance, les causes de la souffrance. Concernant ce cas-là, bon, effectivement, on a un cas de souffrance, mais qui ne semblerait pas dû à un problème de harcèlement, mais d'un management inapproprié, d'une surcharge de travail qui conduit à un épuisement qui s'appelle le burn-out. Quelle solution quand on est justement on va dire le supérieur hiérarchique joue avec cette ligne rouge sans jamais vraiment la franchir, cette ligne du harcèlement, et donc ce n'est pas pénalement condamnable. Alors, mais non, mais justement, et là vous posez, et c'était le débat qu'il y avait juste avant l'audition, avant le témoignage de l'auditrice, vous abordiez donc la problématique du profil du harcèlement. Ouais. Et je vais même aller plus loin. Il faut peut-être aussi aborder la finalité du harcèlement, parce que c'est important de comprendre pourquoi le harcèlement, qui est harceleur. Alors, il faut que vous sachiez qu'il existe un mode de management qui est assis sur le harcèlement. C'est le harcèlement dit institutionnel. On l'a vu dans des sociétés comme Orange ou d'autres. C'est une stratégie de gestion globale. Donc la violence, la terreur, le harcèlement, la dévalorisation d'autrui, c'est un mode de gestion. Donc ça sera comme ça. Là, et vous avez cité le dossier France Télécom qui est exemplaire là-dessus. Exactement. Donc ça, on peut parler donc de harcèlement dit institutionnel, mais il est de plus en plus rare. Vous pensez bien, la justice est passée depuis, donc il est de plus en plus rare. Donc vous avez des formes plus subtiles. Hein. Vous avez le harcèlement moral professionnel. Alors ça, c'est un de vos invités le définissait. C'est le jeune loup. Hein, c'est le jeune loup qui arrive dans là je donne un exemple concret, dans une société de construction à dimension internationale, et puis il a pour mission donc chargé de testostérone se valoriser. L'excès d'ambition emmène vers le harcèlement. Et puis l'ordre de mission, ça va être tu vas me dégager des cadres dirigeants actuels qui nous coûtent trop cher. Ah oui. Voilà. Et donc la soupe est bonne, il y va. Donc à ce moment-là, je veux dire, donc il a un ordre de mission et il va donc asseoir et chausser le masque du harceleur pour arriver à ses fins, c'est-à-dire pousser la personne à démissionner, parce que il faut quand même définir le harcèlement. Je vais pas définir sous l'angle juridique, tout le monde le connaît, mais en étant très simple, le harcèlement moral, c'est une technique de destruction de l'autre. Faut pas avoir peur des mots. Et vous avez le dernier mode de harcèlement, et ça, moi, je le vois ici dans la fonction publique territoriale, où vous avez des gens qui sont pas à leur place. Moi, je vais pas me faire d'amis encore aujourd'hui, mais je le dis. Vous avez des gens qui deviennent managers du jour au lendemain, qui sont pas compétents, qui sont pas à leur place. Alors à ce moment-là, et voilà, on devient harceleur dans un but purement gratuit pour asseoir sa propre hiérarchie, parce qu'on a un complexe d'infériorité. Et ça, c'est l'affaire des psychothérapeutes et autres psychiatres à régler ça. Juste maître Alain Antoine, restez avec nous, peut-être une réaction autour du plateau, à la fois sur ce que disait Marianne, ce témoignage extrêmement poignant, et encore une fois, Marianne, on pense très fort à vous. Une réaction à la fois sur ce que disait Marianne et sur ce que vient de dire Alain Antoine, et on retournera vers l'avocat pour évoquer les solutions, parce qu'on est là aussi pour proposer des choses concrètes aux gens qui nous écoutent. Didier Le Tyran. Oui, tout à fait. Donc, en fait, Maître Antoine a abordé un petit peu le sujet. La question, c'est pourquoi. Pourquoi on en arrive à harceler? Pourquoi on en arrive à voir des gens dont on détruit la vie? Pourquoi des gens se suicident sur le lieu de travail? Il n'y a rien qui mérite qu'on en arrive à ces extrêmes à la base.
Donc je pense que c'est la question fondamentale en fait de s'interroger. Effectivement, Frédéric en parlait tout à l'heure. Il y a une posture souvent de manager intermédiaire et Maître Antoine l'expliquait également très bien en fait. Les jeunes loups ou peut-être des fois ça peut être des vieux loups, j'en sais rien. En tout cas, des personnes qui sont missionnées pour dégager des personnes souvent. En fait, on a utilisé les mots. Pardon, ouais. Mais où sont les représentants du personnel? Alors, je veux dire, depuis le début, on a dressé un tableau assez sombre de la vie en entreprise, qui est pas heureusement toujours le cas. Pour tout vous dire, ici, ça se passe très 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 bien. On est très content. Mais où sont les représentants du personnel là-dedans? Frédéric en a parlé. Il y a les CSE, donc si tant est qu'ils soient mis en place. Il y a aussi des constructions juridiques qui font que certaines entreprises s'arrangent, même s'ils ont des effectifs supérieurs à 50 pour pas avoir de CSE. Il y a, enfin, je vais pas faire un cours, mais il suffit d'avoir des holdings avec des SAS et voilà, c'est très facile. Et du coup, il y a une forme d'impunité. Comment convaincre les employeurs qui s'arrangent structurellement pour ne pas avoir, pour pas être obligés d'avoir des représentants du personnel? Comment les convaincre, et j'imagine que c'est votre discours, pour leur dire ayez des représentants du personnel parce que ça va être bénéfique pour votre boîte? C'est une chance des représentants du personnel. Et je suis d'accord avec vous. Les nombreux montages que j'ai pu croiser en métropole comme à La Réunion, qui consistent à diviser sa société pour éviter d'avoir des délégués du personnel, très nombreux, à la limite de la légalité, parfois même en dehors, mais bon, on leur dit rien, donc tout va bien. On attend le contrôle qui viendra. Voilà, on verra bien, on s'arrangera à ce moment-là. Et au final, on se prive de quelque chose de nécessaire, du dialogue social avec le terrain. Alors après, quand ils ont des problèmes de recrutement, quand ils ont des problèmes d'ambiance, quand ils ont des problèmes de fidélité au sein des équipes, ils se posent des questions. C'est une chance d'avoir des délégués syndicaux. Didier le tirant très rapidement. Oui, il y a un acteur également qui est important, il me semble, c'est Intermétra. En fait, les médecins du travail, c'est des personnes prioritaires à aller voir quand on est en souffrance. Et d'ailleurs, faut même pas attendre. Faut pas attendre. Quand vous sentez, enfin, je sais pas. Après, on parle tous d'expérience personnelle. Quand vous sentez que ça commence à vriller et à pas aller du tout, allez voir tout de suite la médecine du travail, même si vous n'êtes pas dans une situation comme Marianne l'a connue, juste qu'il soit au courant, qu'il y ait quelque chose qui soit marqué. Je mets un bémol. Nos institutions, enfin, ces représentations fonctionnent mal. De ce que moi j'ai vu, là je parlais d'un titre personnel, pour avoir partagé déjà avec quelqu'un qui était dans la situation. La médecine du travail lui dit, mais on est au courant, on sait comment fonctionne votre responsable. On est au courant parce que, vous savez, à chaque fois que quelqu'un vient me voir, il me le dit, sur le dossier, je crois qu'on en est à 15 ou 20. Ça dépend sur qui on tombe, finalement. Et au final, que font-ils ? Et que peuvent-ils vraiment faire? C'est ça la vraie question. Les délégués du personnel, alors je vais pas me faire des copains, mais 8 fois sur 10, on s'arrange pour en avoir des sympas. On va pas se mentir. On sait comment ça marche. On va pas se raconter des histoires aujourd'hui. Les délégués du personnel, on fait en sorte que ceux qui soient élus soient pas trop pénibles. Et puis eux-mêmes ont bien compris qu'il fallait pas trop se mettre en opposition. Et j'ai vu très souvent dans plusieurs sociétés des choses passer qui n'auraient normalement jamais dû passer. Parce qu'eux aussi ont peur de devenir victimes. Évidemment. Parce qu'ils sont protégés, mais pendant un temps. Et Dieu sait qu'on leur rappelle qu'à la fin du mandat, on se chargera de toi. On va retourner au standard dans un instant. On va reprendre Maître Alain Antoine. Il y a François qui voulait témoigner aussi. Juste voilà, l'idée. Est-ce que tout le monde est d'accord quand je dis l'idée, c'est surtout de ne pas attendre. Si vous n'allez pas voir la médecine du travail, allez voir votre médecin généraliste. Il faut que les choses soient actées, écrites. Il faut qu'il y ait une écoute. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui soit extérieur à ça et qui vous dise je vous comprends et je vous crois. Et surtout ne pas rester seul. Ouais. Ça, c'est la règle. François, bonjour. Bonjour François. Oui, bonjour, surtout les personnes en souffrance dans le travail, ils peuvent vraiment comprendre ça. Mais même moi, dans les souffrances que l'on a vécues, que nous vivons encore d'ailleurs, parce que moi, il y a quelques jours de ma retraite, et c'est vraiment une persécution que nous vivons, même s'ils parlent il parle d'évacuer un peu les douleurs qu'on en a, mais très difficile. Parce que, moi, je pense que les structures, les entreprises, tout ça, ils devaient avoir aussi une bonne entente, une hiérarchie qui s'entend vraiment avec toute son équipe, tout son personnel, avec des livres ouverts, des livres, c'est-à-dire le livre de compte et tout ça, avec aussi un équilibre dans le système. Je pense que c'est vraiment le rêve. D'accord? Mais seulement le management, c'est vrai, c'est important. Moi, je travaille dans une boîte, dans une école de musique, pour être plus précis, sans citer pour l'instant. J'aimerais bien qu'à l'ATL, un jour, évidemment, nous explique bien comment le mécanisme est fait. Le mécanisme est fait que c'est soutenu aussi par des politiques et des administratifs haut placés. Et on place une personne qui est incompétente
qui ne lit pas la musique, qui écrit pas la musique, qui comprend même pas comment l'oralité fonctionne. Et cette personne a fait souffrir vraiment, non seulement les élèves, les parents et toute la Réunion dans la formation, et soutenue par des politiques administratifs. Et moi, j'étais au tribunal pendant 8 ans. J'ai résisté tout seul, sans avocat, sans personne, avec des pleurs et des souffrances. D'accord? Quand on me parle de représentant du personnel, mais quel représentant du personnel? Ça dépend où c'est placé, le représentant du personnel. On peut trouver quelqu'un de sympa qui vous parle, mais avec quel poids? Et aussi avec quelle tendance aussi. D'accord? C'est un discrédit total aujourd'hui. Les syndicats, c'est pareil. Les syndicats, ça peut être bien sûr présent et tout ça, mais des fois c'est anéanti aussi par les moyens qu'on peut mettre en place. Quand on a des politiques qui ont de l'argent public en main, on est complètement balayé, hein. Les politiques qui vous disent aussi une grève invisible, ça aussi, ça veut dire ce que ça veut dire. L'intermétrat, c'est pareil, hein. Plusieurs fois, on m'a mis l'intermétrat, par exemple, c'était de la mascarade, hein. C'était de la mascarade. Quand on a une machination derrière, des promotions internes, il y en a qui se bossent sur le dos. On voit qu'une direction qui est manipulée et en même temps que ça leur arrange aussi, parce que ça aggrave aussi en haut par rapport aux élus. Et on peut pointer quelqu'un du doigt, on peut trouver un bouc émissaire. Ça permet aux autres aussi de monter en grade, de monter en échelon, monter en salaire. Parce qu'ils ont trouvé vraiment la personne type, le bouc émissaire, pour se faire, se faire valoir, se faire justifier auprès d'une direction pour monter de grade. Ça aussi, c'est une imagination. François, vous dites que vous n'avez pas pris d'avocat, mais vous aviez quand même quelques compétences juridiques pour avoir justement une analyse, un peu de recul par rapport à votre situation, pour pouvoir sortir un petit peu de l'ornière, quoi. Monsieur, si un jour vous m'invitez, j'aimerais bien expliquer. D'ailleurs, je suis un premier diplômé de la Réunion en musique ici, en musique traditionnelle. J'aimerais bien aussi vous raconter tout ça. Vous pouvez prendre son numéro, s'il vous plaît. 32 ans de maison. D'accord, j'aimerais bien aussi expliquer la formation dans la musique, comment ça se passe aussi à la Réunion. Bon, avec plaisir. François, avec plaisir, on vous appelle dans. Vous m'avez posé une question, je réponds juste à la question. Je vous en prie, oui. Je me suis battu, monsieur, si vous comprenez, je me suis battu tout seul. D'accord, des fois je me lève à 3h du matin et je pleure jusqu'à 7h du matin. D'accord. Voilà mon combat. Et moi, j'ai quand même une force aussi. On m'atteint pas comme ça. Des fois, on m'a attaqué physiquement aussi. Physiquement aussi. D'accord, mais j'ai résisté. Et j'ai résisté. Et aujourd'hui, je veux sortir dans quelques jours de cette école-là. Et je veux vraiment le dire de partout dans le monde. Comment ça se passe? On te dit la culture. La culture, c'est l'ouverture sur le monde. C'est les chants, c'est la construction. C'est pas forcément vrai. Et c'est porté quand même par des hommes. Merci. Et des hommes qui sont des fois destructeurs aussi, monsieur. Merci beaucoup, François. Et des hommes et des femmes aussi, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. On disait tout à l'heure dans l'édito, hein, c'est tous les secteurs d'activité qui sont malheureusement touchés par ça. Merci, François, pour votre témoignage. On a pris votre numéro et on vous téléphone d'ici la fin de la semaine pour évoquer cet autre dossier de la musique qui est très important. Si vous permettez, messieurs, autour du plateau, on va donner le mot de la fin à Maître Alain Antoine, pour se connaître un petit peu, comprendre un petit peu l'arsenal juridique, Maître Alain Antoine. Est-ce qu'aujourd'hui l'arsenal juridique pour répondre, pour qu'un salarié tout seul dans sa boîte, souvent isolé parce que les autres salariés aussi ont peur que ça leur retombe dessus, a les moyens juridiques de pouvoir se défendre avant que le pire arrive? Oui, tout à fait. Et ça, il faut quand même terminer avec une note optimiste sur un plan donc purement juridique. Le salarié donc a des moyens pour créer ses conditions de travail, dénoncer ses conditions de travail et obtenir réparation du préjudice subi. Dans la méthodologie, je ne peux que conseiller aux gens de se faire assister. Vous savez, le harcèlement, les conséquences, c'est dévalorisation de soi, on peut somatiser. Enfin, on a plus la présence d'esprit d'eux. Donc, il y a un moment, il faut savoir, s'adosser sur l'épaule de quelqu'un. Ça peut être l'épaule d'un avocat, bien évidemment. Ça peut être l'épaule de l'inspection du travail. Ça peut être l'épaule de la médecine du travail. Ça peut être l'épaule des institutions représentatives du personnel, mais il faut être accompagné par des gens qui connaissent ce phénomène et qui peuvent fort justement le décoder pour ensuite asseoir une action. Alors la loi de l'Union, vous avez deux possibilités. Enfin, la première possibilité, c'est la saisine du Conseil des prud'hommes, bien évidemment, parce que le Code du travail donc précise qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail. Donc, vous pouvez saisir le Conseil de prud'hommes ou saisir le parquet, parce que le harcèlement est un délit. Je le répète, c'est 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Contrairement à ce que
Oui, allez-y, vraiment pour terminer, parce qu'on doit conclure et aller en direct à Paris. C'est important, parce que j'entends parfois des inepties, on nous dit que le salarié seul, il doit démontrer. Non, vous avez eu des réformes en droit du travail récentes, le salarié doit démontrer uniquement la probabilité du harcèlement. Donc la charge de la preuve ne pèse pas uniquement sur les épaules du salarié. L'employeur devra ensuite s'expliquer et démontrer en quoi il n'y a pas de harcèlement. Mais dès lors que le harcèlement est probable, dès lors que le salarié peut démontrer la probabilité du harcèlement qu'il subit, il doit engager une action. Merci à Maître Alain-Antoine. Ce que je vous propose à Maître et à ces messieurs autour du plateau, c'est qu'on fasse une deuxième émission autour des risques psychosociaux. On vous attend sur le plateau, Maître Alain-Antoine. C'est toujours plus sympa que de vous avoir au téléphone. Juste rappeler le numéro de France Victime. Qui l'a en tête? Le numéro de France Victime. Il est important, ce numéro. Le numéro de France Victime, c'est le 116 006 ou alors le 01 80 52 33 76. Voilà. Donc France Victime est à votre écoute 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir. Et c'est anonyme. Et ils vous donneront les conseils qu'il faut pour vous en sortir. Et on a une grosse pensée pour tous ceux qui ont été concernés, qui s'en sont sortis. Il y en a beaucoup qui s'en sont sortis de ces histoires-là. Et une énorme pensée pour Marianne et François et pour tous les autres qui en souffrent encore. On est avec eux et on les soutient et il n'y a pas de problème. Voilà, faut être positif et faut continuer à se battre dans la vie. On se retrouve on va se dire d'ici 2 semaines, on refait une émission là-dessus. C'est vachement important parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués et voilà, c'est important pour les employeurs aussi. Merci. Merci à tous. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Il est l'heure pour nous de retrouver RTL Paris 13h02. La situation sanitaire d'abord. Arnaud Fontanet est l'invité d'RTL ce matin. L'épidémiologiste, membre du conseil scientifique, estime